J'habite près d'Annecy, en Haute-Savoie. Et sur cette heure-là, on va parler de GitOps. Le principal du temps, voilà, si je traîne pas trop, ça sera sur un atelier que je vais faire en live. Ça sera l'occasion de vous montrer voilà, moi, comment je construis en fait, des infrastructures, des environnements à partir de GitOps. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé voilà, l'univers de l'IT. Et l'idée sur cette session, c'était d'expliquer rapidement pourquoi GitOps, ensuite présenter les différences avec ce qu'on peut avoir actuellement, et puis après, let's go, quoi. On va construire ensemble des choses grâce à GitOps. Mais avant même de commencer, ce que je voulais faire, c'était juste reprendre la base. En fait, je trouve que dans l'IT, enfin dans l'informatique, donc moi je suis architecte solution, j'ai commencé il y a plus de 20 ans en tant que développeur. Mais après, j'avais toujours un pied côté des systèmes, côté exploitation. Puis après, j'ai fait un peu tout, mais j'aime beaucoup faire développer, mais j'aime encore plus faire de la qualité, faire quelque chose qui tourne bien. Et, euh, et en fait, naturellement, du coup, j'étais orienté vers tout ce qui est CI/CD, industrialisation, DevOps, conteneurs, Cloud Native, Kubernetes, GitOps. Et, et en fait, je trouve que moi, par rapport à mon retour d'expérience sur les 20 ans, je trouve qu'on a tendance à trop faire compliqué. On est certes des ingénieurs ou pas, mais on est peut-être ingénieux, mais on a tendance à faire trop compliqué. Et des fois, j'aimerais bien revenir à la base. Donc en fait, la base pour moi, c'est pourquoi le GitOps. En fait, d'un côté, on a des traitements, traitements informatiques. Donc ça peut être des applications web, des sites internet par exemple, le cas le plus simple. Ça peut être aussi des traitements de comptabilité qui tournent la nuit. Ça peut être un logiciel de comptabilité, ça peut être des traitements financiers, ça peut être plein de choses. Et l'idée c'est que voilà, l'informatique en fait ça se résume à ça entre guillemets, c'est que c'est des traitements, on fait vivre des programmes. Il y en a qui sont toujours là, il y en a qui s'exécutent à heure donnée. Et derrière on a des infrastructures. Et là, l'infrastructure, ça peut être une machine qu'on a chez soi, ça peut être un data center qui est dans l'entreprise, ça peut être du cloud américain, ça peut être du cloud français, ça peut être du cloud suisse, ça peut être de l'hybride. Peu importe, en fait, l'idée, moi ce que je voulais dire là, c'est que oups, le, le truc c'est que on a une infrastructure, on a des traitements informatiques. Le GitHub, ça sert à quoi? En fait, ça sert à gérer l'installation. En fait, le truc, c'est que oui, on est capable de faire le traitement, très bien. On est capable de monter des infrastructures. Après, là où on a plus de mal à faire quelque chose de simple, c'est comment est-ce qu'on gère l'installation. J'ai un nouveau logiciel, comment je l'installe? Je peux le faire à la main, mais bon, on a vu les limites. Puis après, comment je le maintiens? Quand il y a des soucis de sécurité, comment je le fais évoluer? Quand on a des équipes de développement qui développent des applications web, comment on les met à jour? Et en fait, le GitOps, on est là-dedans. C'est vraiment... c'est un schéma, il n'y a pas grand-chose, mais l'idée, c'est ce truc-là, en fait. Le GitOps, ça va nous aider très fortement à gérer tout ce qui tourne sur un parc informatique, sur une infrastructure. Et c'est justement là où il y a une révolution. Donc, dans cet atelier d'une heure, bon, il se peut très fortement que vous soyez super expert sur la partie GitOps. Dans ces cas-là, ce qui sera peut-être intéressant, peut-être que je vais vous montrer un autre outil que vous ne connaissez pas, ou peut-être que ça sera intéressant de l'atelier. Enfin, j'espère que sur cette heure-là, il y aura suffisamment pour vous à manger. Mais en fait, on va se concentrer vraiment. Ce que je souhaite, c'est prendre un peu de hauteur. L'idée, c'est pas forcément de vous vendre une technologie, des technologies. L'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre en quoi le GitOps c'est différent de ce qu'on a avant, en quoi c'est intéressant, et potentiellement comment démarrer dessus. Parce qu'une fois qu'on est convaincu, très bien, on a vu des démos, mais comment est-ce qu'on fait pour construire quelque chose de concret, de la vraie vie, quoi. Et c'est justement ce qu'on va s'attacher à faire ici. Donc si je reviens à ma petite présentation, hop. Donc quand on regarde en fait comment on a géré en fait nos infrastructures depuis les 20-30 dernières années, au départ on faisait tout à la main, et en fait moi j'aime bien ce schéma qui a été fait par VMware parce que c'est un peu l'histoire de ma carrière. Il y a 20 ans on faisait tout à la main, on commençait à faire des scripts, et puis après est venu les premiers outils qu'on appelait à l'époque infrastructure as code. Donc moi j'ai commencé sur Puppet, mais voilà, il y en avait certains. Déjà c'était
bah, les scripts, c'est déjà mieux que de faire manuellement. Des outils où on commence à faire du code qui est versionné, bah, c'est mieux que de faire des scripts qui sont des fois pas versionnés et qui sont gérés dans un coin de table. Mais il y avait encore des limites. Après, il y a des outils qui étaient pensés plus grands, qui étaient liés souvent en cloud, tels que Terraform, ou de l'on-prem dans lequel en fait on peut provisionner des ressources, la virtualisation. Donc là, vraiment, on peut appeler ça l'infrastructure as code. Mais cette partie-là, je ne sais pas si c'est pour vous, mais mon constat, en fait, j'ai été aussi auditeur, j'ai travaillé dans plein d'entreprises. J'ai pas souvent vu du code de qualité, et ce n'est pas pour rien, parce qu'en fait, l'infrastructure as code, c'est vraiment très compliqué, parce que d'un côté, il faut avoir quand même une bonne mentalité de développeur pour faire un code qui est propre. Et ça, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui vient du développement informatique qui va l'avoir. Et de l'autre côté, il faut avoir des bonnes connaissances sur l'infrastructure. Et ça, un développeur, je peux vous en parler, c'est pas évident en fait, c'est pas notre monde. Et en plus de ça, généralement, un Ansible, un Terraform, ça va être que sur une partie qu'on va le faire. Ça va pas être sur tout. Et en plus, c'est quelque chose qui va être généralement pas propriétaire, mais ça va être quelque chose, si jamais on doit changer de technologie, potentiellement on est amené à tout réécrire. Donc tout ça fait que c'est pas simple en fait. Et il y a vraiment une évolution très forte en termes de maturité, en termes de facilité sur le GitOps. Et là, on voit bien en fait cette courbe-là. C'est une évolution logique, c'est une évolution de maturité. C'est vraiment dans la poursuite en fait de l'amélioration continue qu'on fait dans l'informatique. Il faut vraiment voir ça comme la poursuite de l'infrastructure as code. Et après, dans le GitOps, donc c'est un terme qui est sorti en 2017, mais au final, on voit qu'il y a deux modes dedans, parce qu'en fait, l'infrastructure as code, entre guillemets, c'est du GitOps, parce qu'on sauvegarde dans Git, et derrière, on va faire là ce qu'on appelle du push, c'est qu'on va pousser sur un environnement. Là, moi, ce que je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est un peu ce qui se fait de mieux, donc c'est plutôt en mode pool. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir un dépôt de données, et derrière, on va venir récupérer l'information. Et derrière aussi, on va utiliser tout ce qui est techno conteneur cloud native. Donc c'est là où voilà, ça prend vraiment son sens. Donc avant d'aller sur l'atelier, il y a quand même un schéma, voilà, je trouve qui est très structurant. C'est celui-là, c'est un de mieux pour moi qui résume le mieux cette approche GitOps. Dans l'idée, en fait, on va continuer quand on est amené à faire du code applicatif. Bon, ça change rien, on a toujours des équipes de développement qui vont travailler sur du code, qui vont faire tout ce qui est intégration continue, livraison continue, qui vont faire des artefacts. La grande différence, c'est que là déjà dans le GitOps, en fait, c'est qu'il y a un autre type de dépôt. Donc il va y avoir un dépôt qui est lié plutôt au code et un autre qui va être lié plutôt à l'infrastructure. Donc déjà ça c'est la première avancée, mais l'énorme avancée c'est qu'en fait, grâce à l'orchestration de conteneurs, Kubernetes pour pas le nommer, en fait il y a eu un changement complet de paradigme. Là où avant, en fait, dans tout ce qui était automatisation avant, quand on faisait de la CI/CD, c'était en push. Donc ce qui fait, c'est qu'on allait faire des actions sur un environnement. Là, c'est complètement différent. Ce qui est génial avec Kubernetes, c'est qu'on lui dit pas, tiens, exécute 2 applications web. On lui dit, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait 2 applications web qui tournent. En fait, on lui parle de desired state. Et ce qui est génial avec l'approche GitOps, c'est qu'on étend. Donc Kubernetes stocke ça dans une base, mais en fait, grâce à un contrôleur Kubernetes, on va aller pouvoir se lier à un dépôt Git. Et du coup, en fait, l'état dans lequel ça doit être, ça va pas être écrit en base, ça va être écrit dans du Git. Et derrière, il y a le contrôleur qui va faire ce qu'il faut pour le lire, mettre à jour et constamment vérifier qu'on est en bon état. Et ça c'est une révolution. Et ce qui est génial, en plus de cette partie-là, c'est que du coup, le code, c'est extrêmement simple. En fait, le code, c'est des fichiers YAML. Et le YAML, si vous ne connaissez pas, c'est juste de la donnée, c'est extrêmement simple à lire, vous le verrez plus tard. Donc, c'est top. Et ça, c'est vraiment l'élément essentiel, c'est l'image à retenir sur le GitOps, c'est qu'en fait, on a ces deux parties-là. On a une partie qui va être liée dans flux de développement, de livraison, et l'autre qui va être plus un flux d'exploitation, de mise à jour. Et ce qui est bien, vu qu'on a allégé et que c'est plus vraiment du code, c'est plus de la définition, bah c'est accessible à des personnes non développeurs. On ne demande pas à avoir des compétences fortes à des personnes qui ne sont pas développeurs. Et là, on a gagné. Parce que même potentiellement, si vous voulez, ou si vous avez un business analyst dans votre équipe et il n'est pas expert technique, et ben du coup, il n'y a aucun souci, il va pouvoir faire
faire ce qu'il faut, potentiellement créer son environnement. Et là pour le coup, je trouve qu'on a gagné par rapport au contrat du DevOps, de faire en sorte on met à jour au plus grand nombre, on arrête les modes héros de une ou deux personnes qui gèrent tout dans l'entreprise, ce qui est extrêmement sensible, ce qui est pas bon aussi pour eux. Voilà, et avant de basculer sur l'atelier, une autre vision de ça, donc je parlais d'intégration continue, livraison continue, déploiement continu, ça ne change rien. On a toujours ce cycle-là quand on fait du développement de bout en bout. Donc l'intégration continue, ça va être juste faire en sorte qu'une équipe arrive à collaborer ensemble et faire de la qualité. La livraison continue, c'est le fait au lieu d'attendre qu'on doive installer et livrer, en fait on va le faire le plus tôt possible pour faire des tests d'intégration, pour faire des tests en conditions quasiment réelles, pour s'assurer qu'on est bon. Et derrière, une fois qu'on met le tampon sur ce qu'on a créé et qui va être prêt à être déployé, on sait que c'est bon. Et une des règles aussi de base, en fait, c'est que là, ce qu'on appelle un artefact, c'est ce qu'on va créer, c'est le résultat, en fait, de la machinerie logicielle qui permet de créer des composants. On a des artefacts qui sont sortis. Là, c'est cet artefact qu'on va tester, et une fois qu'il est validé, on va pouvoir le déployer. Donc ça ne change rien dans l'approche GitOps. Et on a toujours cette phase de build et de run. La grande différence du GitOps, c'est qu'en fait, on a vraiment... À la fois, ça se lie extrêmement bien, parce qu'on a un côté build, c'est fournisseur de logiciels, éditeur de logiciels, et de l'autre côté, on a exploitant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on respecte les responsabilités de chacun. On a vraiment des experts de build qui vont faire des nouvelles features, des composants de qualité. Derrière, c'est des composants, là, on ne va plus avoir le binaire qui a été généré ou un zip de quelque chose ou un fichier tar. Là, en fait, la différence de passer sur le container et les cloud natives, c'est qu'on va avoir des composants qui sont prêts à l'emploi. Donc ça, c'est génial, contrairement à ce qu'on avait avant où on livrait juste qu'une partie avec plein de dépendances. Là, on a quelque chose, c'est comme l'image du conteneur dans la navigation maritime. Voilà, c'est un truc, on le pose, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans, il se suffit à lui-même. Donc là, ça c'est top, ça c'est l'approche cloud native. Et l'approche de GitOps, en fait, c'est que la partie exploitation, sur la partie run, c'est très simple à prendre, ces éléments-là. On prend l'équivalent de la grue, on prend notre conteneur, on l'installe. On n'a pas besoin de faire du code compliqué, on n'a pas du code spaghetti, des choses. Et cet entre-là de mélange de responsabilités qui n'est pas bon. Un exemple tout simple, c'est que si on n'a pas de GitOps, ou qu'on a une chaîne CI/CD qui va jusqu'au déploiement. Très bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire des environnements à la volée ? Il y a quelqu'un qui vous demande un environnement pour tester. Si à chaque fois il faut modifier la chaîne CI/CD, c'est un enfer. Là, et inversement, on veut impliquer les parties de l'exploitation, mais c'est hyper compliqué de rentrer dans du pipeline. Enfin bref, on mélange tous les genres, alors que c'est vraiment des rôles très différents, des phases aussi. Des façons de travailler différentes. Donc là, on est vraiment très propre et on a ce qu'il faut. Voilà, et juste en termes d'outillage, il y a surtout deux principaux outils, GitOps, Kubernetes, donc Argo CD qui est le numéro 1, Flux, les deux fait partie de la CNCF, les deux sont très bien. Moi, je vais vous présenter un troisième, mais c'est juste parce que, en fait, quand on travaille sur des clusters Kubernetes, c'est assez austère, c'est pas forcément évident de bien gérer la sécurité, souvent on a plein de clusters, donc c'est souvent intéressant d'avoir un outil d'administration pour des clusters. Et c'est là où on a un outil comme Rancher est très intéressant. Et en fait, il se trouve que Rancher, par défaut, si on ne désactive pas, on a un composant GitOps là-dedans, donc c'est pour ça que je l'utilise. Mais là, encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. L'idée, c'est juste vous montrer quelque chose en application. Et ça sera déjà installé. Donc le but, c'est pas non plus de vous montrer comment l'installer. Ça, on pourrait se faire une session, c'est simple, entre guillemets. Le but, c'est vraiment de montrer comment ça marche. Et voilà, encore une slide dans la Kotlin. Mais pour résumer, donc en gros, on a une infrastructure, n'importe quel type d'infrastructure. Et ce qui est top, c'est que derrière, on a la couche Kubernetes. Et ça, c'est top, cette abstraction. Elle permet d'aller beaucoup plus vite. Si on ne l'a pas, en tant qu'équipe de développement, en fait, on se traîne plein de bagages derrière nous. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué en termes de vélocité, de mise à jour. On a plein de dépendances. Enfin, c'est compliqué. Ça aide pas à la vélocité. On a ces couches Kubernetes. Ça, c'est génial. Du coup, abstraction. Là, on va beaucoup plus vite. On parle le même langage.
derrière on a workload. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'approche GitOps, en fait, on réduit énormément cette composante infrastructure as code classique, type Ansible, Terraform, ce qui est toujours nécessaire, mais en fait, on le garde qu'à l'endroit où vraiment c'est nécessaire. On le réduit la valeur le plus possible, et après, on se fait plaisir avec quelque chose de simple et de propre. Voilà, et derrière, ce qui est bien aussi avec le cloud native, c'est que comme on s'abstrait de toute la complexité de l'infrastructure, on peut mettre plus d'énergie à documenter ce qu'on va faire, à tester, à prendre ses composants. Et dans le cloud native, voilà, c'est comme un Apple Store. Voilà, on choisit les composants qu'on veut, et derrière, ça permet d'avoir une approche très, très propre, qui permet aussi de valider qu'entre environnements, on est bon, on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai déjà un quart d'heure. L'idée, maintenant, c'est de faire, on fait l'atelier, donc j'ai bien blablaté sur le GitOps, maintenant on va le voir en application. Et pour cela, je tenais aussi à remercier. Donc Instruct, c'est une plateforme virtuelle, donc ils fournissent des plateformes virtuelles pour les entreprises. J'ai eu la chance voilà, de faire l'étude l'année dernière quand j'étais chez Suze, et de faire la migration des rodéos, Rancher, New Vector, et puis créer d'autres contenus. C'est une plateforme qui est vraiment très très bien, qui est utilisée par tous les leaders actuels, tout ce qui est éditeur logiciel. Et voilà, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui ont pu utiliser par le passé Katacoda, c'est un équivalent mais avec plus de fonctionnalités. Ceux qui peuvent utiliser Killer Coda en ce moment, c'est l'équivalent, mais c'est une offre vraiment pour les entreprises, dédiée aux entreprises. Et on va aller dessus. Et donc j'ai pris juste un petit peu d'avance parce que je voulais pas trop perdre de temps. Donc j'ai lancé, donc c'est ce qu'ils appellent un track. Donc là, moi voilà, on va suivre un scénario. Je pourrais donner accès aux chanceux qui se sont connectés en avance. Et l'idée, voilà, c'est qu'on va suivre un scénario où on va utiliser GitOps. Voilà, parce que c'est bien de parler, mais c'est bien de en montrer. Donc là, je démarre le scénario. Voilà, bon, c'est juste un petit laïus qui est assez intéressant, qui montre la différence entre push. Donc bon, c'est juste de la documentation pour ceux qui seront là-dedans pour voir, mais la différence. Et juste ce que je voulais vous montrer, donc dans ce lab, c'est pour information, là c'est sur Google Cloud, il y a 2 VM, les 2 sur Ubuntu, et ce qui a déjà été installé, c'est 2 clusters Kubernetes. J'ai utilisé un K3S voilà, pour la partie administration, management, et l'autre pour le type de workload. J'ai essayé de restreindre le plus possible. Dans la vraie vie, ça serait mieux d'avoir des clusters un peu différents et un peu plus costauds. Mais là, les 2 VM, c'était vraiment le minimum syndical. Et en sachant, bon, pour ceux qui font du cluster API, la notion de management cluster, je pense que ça doit vous dire quelque chose, mais voilà, c'est typiquement quelque chose de classique. C'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, où il en faut un pour les gouverner tous. Là, c'est la même chose en fait. Quand on commence à avoir pas mal de clusters Kubernetes, c'est bien d'avoir un outil pour les gouverner et les créer à la volée, les gérer. Ça se fait très bien avec Cluster API. Et du coup, c'est une notion de management cluster. Et après, on peut dédier autant de clusters qu'on veut. Donc là, moi, je l'ai volontairement déjà créé parce que c'était pas le but qu'on perde du temps là-dessus. En sachant que tous les scripts que j'utilise, c'est dans un dépôt public, donc vous pouvez regarder si vous voulez. Et là, moi, je vais essayer de et pareil pour la partie Fleet, enfin la partie GitOps, c'est déjà installé. Par contre, je me suis arrêté là. En fait, il y a cette partie-là qui est faite. Et aussi, on parle de GitOps, donc on va avoir besoin d'un dépôt Git. Donc là, j'ai pris Git.ea, c'est simple, c'est propre. Moi, ça suffisait largement à mon besoin. C'est un équivalent de GitHub, GitLab avec un feature set un peu différent, mais bon, franchement très bien, Cloud Native. Donc là-dedans, ça c'est déjà installé. On a le cluster. Mais après, c'est tout. Et l'idée, c'est justement remplir le cluster en sachant que là, on n'a pas le droit d'utiliser le terminal du cluster workload. Ça, c'est forbidden. Et on va essayer de le faire de manière le plus automatique possible. Donc ça, c'est le challenge voilà, là-dedans, en sachant qu'on va faire de la sécurité, de l'observabilité, et tout ce qu'il faut pour des applications stateless ou stateful. Donc en gros, le stateless, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de stockage de données. Stateful, là, ça devient déjà plus compliqué. Voilà, donc let's go. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'en vois pas, je sais pas si c'est mon outil qui galère ou pas. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous trouvez que c'est trop long, trop rapide, si vous avez des questions. N'hésitez pas à faire des coucous dans la messagerie. Donc là, on attaque. Donc c'est parti. Donc là, le premier chapitre, en fait, c'est juste pour regarder le management cluster. Alors, si vous n'êtes pas trop technique, ne fuyez pas, mais c'était juste quand même pour montrer. Donc là, on regarde si on voit ce qui tourne. En fait, c'est vraiment la base de la base de la base. Ce que j'ai installé, c'est un K3S. Donc K3S vient avec Trafic, par défaut.
Core DNS, voilà, on a un KPI controller. Et la seule chose que j'ai installé dessus, pour que je puisse y accéder de l'extérieur, il me fallait un ingress. Du coup, où est-ce qu'il est le coquin? Du coup... Ah bah non, il était déjà installé. Et après, donc pour les certificats, j'ai fait Cert Manager. Et j'ai installé Gitea. Voilà. Et ça suffit à mon besoin. Et là, on peut voir justement l'application Rancher. Donc là, il faut juste rafraîchir. Ça, c'est juste un petit buguillon d'instruct là-dessus. Donc, je me connecte. Donc, Rancher, c'est un outil open source. Voilà, il y a une offre qui est avec une souscription SUSE, mais vous pouvez l'utiliser. Tout ce que je vais vous montrer là, il n'y a aucune licence ni rien derrière. C'est des choses que vous pouvez vraiment reproduire chez vous, peu importe voilà, ce qu'il y a en termes d'infrastructure. Et dedans, en fait, Rancher, c'est vraiment fait pour gérer des clusters. Et là, on voit qu'il y a 2 clusters. Donc, il y en a un qui est local, donc c'est le management. C'est vrai que j'aurais pu le renommer. Mais c'est vrai que par défaut, il s'appelle local. Donc, c'est celui qui fait tourner Rancher. Donc, c'est celui de management. Et l'autre, c'est le démo. C'est celui de workload. C'est vrai que j'aurais pu les renommer. Et dedans, en fait, ce qui est vraiment top, donc il y a toute une administration, gouvernance d'utilisateurs. Ah, merci Gauthier, merci voici. Et ce qui est assez intéressant dans ces outils-là, c'est que il y a plein de choses qui sont bien. Moi, la première, en fait, c'est que dans Kubernetes, c'est assez abstrait, en fait, parce que par défaut, Kubernetes, il n'y a pas d'UI. Et je vous recommande pas d'utiliser celle qu'on pouvait installer à l'époque, le dashboard. Mais il y a plein de choses, en fait, faire de la ligne de commande, bon, il y en a qui sont très forts. Moi, je suis pas très doué, donc je préfère... Enfin, en tout cas, pour investiguer, pour comprendre. Moi, je suis très visuel, en fait, dans ma façon d'être. Et vraiment, c'est un super outil pour ça. Donc, une fois qu'on est dans un cluster, on a accès à tout, il n'y a aucun filtre. Et c'est assez génial parce que il y a plein d'informations dedans. Et là, on voit typiquement, là, je me mets sur le local, donc le management. Et on peut retrouver les mêmes éléments que j'ai mis en ligne de commande, sauf que là, on voit un peu plus propre, quoi, ce qui a été fait. Mais c'est pas le but de vous vendre Rancher. Ça, c'était dans une autre vie pour moi. Donc là, on a vu la partie management. Vous avez vu, c'est très simple. C'est un cluster. Il y a un outil d'administration de management de cluster Kubernetes. Voilà, c'est tout. Et il y a Gitea qui va nous fournir du Git. Donc ensuite, on a la partie workload. Donc là, c'est la seule et unique fois qu'on aura accès au terminal. Et c'est uniquement faire une ligne de commande. Voilà. Après, on n'a pas le droit. Donc là, pareil, on regarde, et là, c'est un RKE2, donc on voit qu'il y a des toutes petites différences, c'est que on a Calico pour la partie network, et dedans, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a vraiment l'élément de base, on a toujours l'agent fit qui est là, et derrière, pareil, on peut l'explorer en fait depuis l'interface graphique, et là, si on va dans Apps, c'est pour vous montrer vraiment qu'on part vraiment de... From scratch, là on a vraiment installé le cluster et c'est tout. Donc maintenant, let's go. Et c'est là où j'espère que ça va vous intéresser. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est en gros, j'ai installé un cluster et j'ai mon outil GitOps. Donc peut-être que ça va vous arriver. Et là, maintenant, vous vous dites, bon, et du coup, comment on fait, quoi? Donc, qui dit GitOps, dit Git. Donc voilà, ça semble assez évident. Mais donc, on va utiliser Gitea justement pour aller créer un dépôt. Donc déjà, je vais vous montrer Gitea, donc si jamais vous avez jamais vu, mais bon, même en tous les cas, c'est intéressant. Donc là, pareil, on va se connecter. Tac. Pareil, pour mes petits yeux, on va se mettre en mode dark. Tac. Et là, on voit qu'il est vide, mais en tout cas, il existe. Et voilà, c'est assez similaire voilà, à GitHub. Hein, c'est fait sciemment, hein. Comme ça, l'expérience utilisateur est la même. Et là, par ligne de commande, c'est juste pour éviter les petites boulettes de copier-coller. En fait, j'ai en ligne de commande, en fait, on va faire ce qu'il faut pour créer un dépôt. Donc là, c'est un peu barbare, hein, si vous voulez lire, vous pourrez lire. Mais là, l'idée, en fait, si je reviens ici, on voit que j'ai créé un dépôt. Et je m'appelle John Wick, c'est le plaisir de choisir ces noms. Donc je suis John Wick et j'ai créé mon dépôt qui va servir à stocker mes définitions pour la démo Kubernetes. Voilà, le dépôt est vide, mais en tout cas, je l'ai créé. Et si vous voulez, quand vous lancerez, vous pouvez aussi regarder, il y a un parti éditeur visuel, si jamais vous voulez éditer plus tard. Enfin voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut le faire en ligne de commande, on peut le faire directement là.
Et vous voyez que je suis sur la partie management. Je touche absolument pas la ligne de commande du cluster sur lequel on va agir. Donc là, ça a l'air de rien, mais là, on est déjà en meilleure position. C'est qu'on a fait le choix, et ça, c'est un choix que vous devrez faire dans l'entreprise. Il y a plusieurs stratégies sur comment stocker dans Git. Mais voilà, ça c'est dans... Il y aura des slides à la fin, voilà, vous verrez qu'il y a plusieurs choix, mais en tout cas, moi, c'est en démo, donc on y va en avant en guingant, on fera tout sur main, mais il y a plusieurs stratégies sur comment on veut gérer les environnements. Donc là, ensuite, quand on crée un cluster Kubernetes, par défaut, il y a plein de choses qui sont manquantes, c'est fait exprès, c'est justement parce qu'on est libre de choisir ce qu'on veut. Et le premier élément, moi, c'est la première couche, qui souvent s'appelle Bootstrap. En fait, il est recommandé d'abord faire les Custom Resource Definitions. C'est qu'en fait, tout est objet dans Kubernetes. Et en fait, désolé, c'est un langage de développeur, mais c'est fortement typé. En fait, il y a des définitions derrière sur tous les objets qu'on va définir. Et il y a des éléments qu'on va installer plus tard. Et ça vaut le coup qui ont besoin de nouvelles définitions, ce qu'on appelle les Custom Resource Definitions, CRD. Et pour que ça se passe bien avec Helm, c'est by design, c'est mieux de le faire avant plutôt que de tout faire en même temps. Donc là, en fait, dans la partie Bootstrap, je vais installer les CRD, donc les Custom Resource Definition, des éléments que je vais installer plus tard. Donc là, moi, j'en ai que 2, pour Cert Manager pour la gestion de certificats, et puis l'autre pour l'outil de sécurité. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un commit sur Git, dans un dossier Fleet, j'ai créé des fichiers YAML. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, là, je commence déjà à utiliser, je vais utiliser la définition. Donc, tous les différents outils Argo CD, Fleet, Flux peuvent avoir des petites différences, mais au final, vous voyez qu'en 8 lignes, je suis capable d'installer du workload. Et ça, c'est juste incroyable. Et potentiellement, si demain, je ne veux pas faire du Fleet et Argo CD, bon, ça, c'est vraiment très simple à modifier. Et puis c'est simple à lire, donc ça c'est du YAML, voilà, c'est hiérarchique, très simple, il n'y a pas d'éléments qui vont polluer. Et là on voit que je peux utiliser Helm, donc j'utilise un dépôt Helm, j'utilise le dépôt officiel, j'utilise la version, je mets la version que je veux utiliser, et il y a quelques éléments en plus. Et là pour Cert Manager c'est un peu différent, puisqu'il n'y a pas de dépôt officiel Helm. Donc dans ces cas-là, en fait on peut utiliser du raw, enfin du fichier brut, il n'y a aucun souci. En fait c'est l'intérêt aussi des outils GitOps, en fait, il y a plusieurs formats. On peut utiliser du Customize, du Helm, du Raw, puis d'autres qui peuvent arriver derrière. Ça, c'est pas important. Vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Helm, c'est quand même le standard, mais après, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez vraiment le faire. Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait la partie Git. Donc dans Rancher, j'ai encore rien fait. Et là, je vais vous montrer visuellement. En fait, après, je le ferai en ligne de commande. Mais comment ça se passe dans Rancher. Donc là, après, chaque outil est différent. Mais là, c'est assez simple, la logique est toujours la même. Dans l'outil GitOps que vous allez utiliser, il va falloir faire le lien entre le ou les clusters et un dépôt Git sur une branche. Donc là, en fait, je l'appelle, moi, Bootstrap, parce que c'est vraiment le premier élément à faire. Je lui donne l'URL Git sur lequel le mettre, et je lui mets le nom de la branche. Après, il y a quelques options, vraiment pas grand-chose. Le self-healing, bon, c'est juste pour que ce soit bien un jour. Et derrière, je vais lui mettre les dossiers dans lesquels j'ai fait mes définitions, pour être vraiment hyper clair. Donc ça, c'est physiquement ce qu'il y a dans le dépôt Git. Après, il y a plusieurs stratégies, mais là, on y va à la rapido. Donc là, je lui dis, tu me déploies sur le cluster démo. Et c'est tout. Et maintenant, c'est l'activité que je préfère le plus, c'est ne rien faire. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le lien entre Git et le cluster. Et derrière, je peux voir que c'est bon, c'est vert, ça a été appliqué. Et je peux rentrer dans les ressources si je veux et aller voir. Donc je vois que ça a été bien appliqué. Parce qu'une chose qui est vraiment top avec GitOps en plus, au-delà du fait de faire des actions, c'est que constamment, en fait, Kubernetes est basé sur des control loops. Kubernetes va constamment regarder l'état dans lequel vraiment sont les ressources comparé à ce qu'elle devrait être. Et en fait, GitOps applique cette valeur-là. Donc si jamais il y a une erreur, il y a un truc qui retombe, lui, il va s'assurer qu'on est toujours bon. Et si jamais il y a un souci, il va nous alerter. Donc ça, c'est top aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans l'infrastructure as code. Après, il y a des outils payants qui peuvent rajouter, mais qui sont encore limités. C'est OK, on automatise, mais qu'est-ce qui me garantit que l'état de l'infrastructure est dans celui dans lequel je l'ai écrit? Ça, c'est pas simple également. Et là, c'est sur tous les clusters. Donc là, on est bon, on a la partie Bootstrap. Ça a l'air de rien, mais en fait, on va faire les différentes couches comme ça.
Donc ça ira un peu plus vite parce qu'après il y a des lignes de commande. Donc une fois qu'on a fait la partie définition, quelle est la première chose qu'on doit faire quand on construit un cluster Kubernetes? C'est regarder la partie qui est liée aux infrastructures. Parce que certes c'est une abstraction, mais il faut bien derrière que ça marche à l'infrastructure qu'on a derrière. Donc, et aussi gérer en fait des cas usuels qui sont nécessaires pour les applications. Et un cas usuel pour une application web, c'est avoir un certificat HTTPS qui est valide. Et bon, pour les vieux de la vieille, vous avez certainement connu le jour de l'année où tout tombe parce que les certificats ont expiré. Ça, c'est juste plus possible, voilà, au XXIe siècle. Et maintenant, il y a ce qu'il faut côté Cloud Native, Cert Manager. Vraiment, là, il n'y a pas de, c'est un no-brainer, c'est un truc à installer. Donc là, on va le faire. On installe Cert Manager, c'est un des éléments. Donc pareil, là, on va pousser dans Git. Et d'ailleurs, on va faire le lien. Et en plus de Cert Manager, moi, ce que je fais, c'est que je crée des certificats qui utilisent Let's Encrypt. Parce que Cert Manager sert les certificats, mais c'est pas une autorité de certification, donc on va utiliser Let's Encrypt pour le faire. Et à côté de ça, de quoi on a besoin? On va avoir des applications qui sont stateful, qui ont besoin de gérer un état. Donc là, on va mettre en place ce qu'il faut pour persister des données, parce que par défaut, en fait, ce ne sera pas le cas. Et bon, là, je ne l'utiliserai pas, mais je voulais vous parler aussi que c'est pas parce qu'on fait du GitOps et tout qu'il faut mettre les secrets en dur, surtout pas. Et il y a ce qu'il faut pour faire des secrets. Moi, j'utilise une version qui a ses côtés positifs et négatifs, mais voilà, qui est intéressant. Donc là, moi, je veux vraiment potentiellement pouvoir fournir tous les éléments nécessaires aux équipes de développement pour qu'ils puissent avancer. Parce que sans ça, et si on ne leur donne pas les droits, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose sur les clusters. Donc là, il y a tout qui est bon, en tout cas sur Git. Et là, maintenant, je vais créer un nouvel objet infrastructure avec tous ces éléments-là. Donc là, on peut le faire en ligne de commande, c'est un peu plus rapide. Et là, on va voir les éléments. Alors, c'est rouge, c'est normal, c'est parce qu'il y a des dépendances. Donc ça va arriver. On va juste attendre. Et là, vous pouvez voir qu'on voit en temps réel, en fait, ce qui se passe. On a les éléments, on peut aussi rentrer dedans, voir ceux qui peuvent nous poser problème. Tac. Ah, tout est vert, génial. Et du coup, on va juste valider quand même que tout est bon. Typiquement, on parle de persistent storage. Donc là-dedans, moi, ce que je m'attends à voir, ce qui n'est pas le cas par défaut, en fait, quand on installe un cluster Kubernetes, on ne peut pas persister les données, c'est fait exprès. Et là, pour le faire, on a besoin d'une classe de stockage. Et là, on voit qu'on l'a bien qui a été définie ici. Donc là, c'est cool. Donc là, maintenant, on va pouvoir s'amuser avec du vrai workload applicatif. Bon, après, vous attendez pas truc foufou, mais moi, c'est des applications que je trouve sympas, en fait, pour démontrer Kubernetes. Donc, on va commencer par la plus petite, et je veux rendre hommage, ça vient de l'époque de Rancher Labs. C'est une application qui est vraiment bien, qui est open source, c'est pour ça que je me permets de l'utiliser. Et je l'ai basculé aussi sur les SUSE Base Container Images. Donc là, on va commencer par une application web qui est toute simple, mais qui est déjà suffisamment intéressante pour comprendre la philosophie de GitOps. Donc là, on peut voir que j'utilise un dépôt à moi que j'ai fait. Donc j'utilise un chart Helm. Et derrière, on voit que il y a quelques lignes. En gros, moi, ce que je vais faire, c'est qu'il y a toujours des éléments, des impondérables, mais vous voyez qu'en dizaines de lignes, en fait, je suis capable d'installer une application web. Donc là, je fais application web et je la pousse dans un Git repo. Donc si je reviens ici, voilà, on a une couche que j'ai appelée business. Alors bon, là c'est plus de la démo, mais c'est pour montrer que voilà, à la différence des autres, là on commence à toucher le nerf de la guerre. Parce que les autres, c'est des éléments importants, mais ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'apporter quelque chose qui amène de la valeur au business. Là, on voit que tout a été installé, cool. C'est quand même mieux. Je vais juste attendre ici que le certificat soit validé. Ça prend juste quelques secondes. Et là, on voit qu'on est bon. On a bien un certificat valide qui a été fait. Et dans ces cas-là, je peux aller, regarder mon application. Et vous voyez cette magnifique application. Donc si jamais vous avez fait des Rancher Rodeo, voilà, c'est la même, c'est juste que je l'ai un peu plus sécurisé. Et là, en fait, que fait cette application? Donc c'est juste une application web. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle nous montre en fait derrière les pods, les conteneurs sur lesquels tourne l'application. Et là, on voit une couleur verte, et on voit qu'on en a 6 qui sont vertes. C'est un peu particulier. Et on peut bien se demander d'où ça vient, ou pas, parce que si jamais vous avez été curieux, vous voyez qu'en fait, ici, et c'est le cas en fait de tous les outils GitOps, donc en fait, on peut customiser dans certains cas
le customiser. Donc en fait, on va pouvoir, suivant des environnements ou des règles données, donner des choses en plus en fait pour changer le comportement. Et là, on voit que replica count 6, et là, on se trouve qu'il y en a 6, et on voit que c'est green. Et du coup, le petit change, c'est un énorme change, c'est que du coup, on va les passer. Bon, c'est un petit défi pour ceux qui feront ça, mais voilà, c'est de les changer la couleur. Donc moi, j'ai envie d'en avoir 4 qui sont roses, parce que c'est mignon le rose. Et aussi, ce que je veux vous montrer, c'est ce qui est là, ça tourne vraiment. En fait, c'est pas juste un environnement virtuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser ma UI préférée Git. Bon, après, chacun. Mais moi, j'aime beaucoup GitKraken depuis de très nombreuses années. Voilà, bon, c'est l'occasion de vous montrer. Et ça, c'est important parce qu'en fait, Git est essentiel. Mais alors, en plus, quand on fait du GitOps, là, enfin voilà, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut vraiment être bon sur les connaissances de base sur Git. Et il y a un outil comme GitKraken peut énormément vous aider. Voilà. Et j'ai pas d'action GitKraken, mais c'est juste moi, ça m'aide beaucoup. Donc là, ce que je vais faire un petit clone, sauf que j'ai pas copié le bon truc. Donc vous voyez que c'est super sécurisé, c'est ça qui est bien mince. Hop, je vais juste copier ça. Donc là, hop, je me mets dessus. Et donc là, vous voyez que là, je suis sur mon PC et j'ai bien accès aux éléments. Donc là, tout ce qu'on fait là, en fait, c'est sur des vraies machines. On voit tous les éléments qui sont dedans. Et ça, c'est une partie aussi qui est extrêmement importante dans le GitOps, c'est que tout est tracé et dans Git. Et ce qui est top, c'est qu'on peut travailler par branche, on peut faire des vérifications, des pull requests. En fait, il y a toute la puissance de Git qui se retrouve en fait dans un workflow qui est lié aux productions. Et sans vouloir faire de fingerpointing, c'est que si jamais quelque chose tombe ou qu'il y a quelque chose qui a une anomalie, en fait, on est capable de voir ce qui a été joué dessus. Et à l'inverse, on sait que si deux éléments sont pareils, on doit avoir le même comportement. Donc là, moi, l'idée, c'est que j'ai envie d'avoir autre chose. Donc, moi, j'en veux avoir 4 qui sont roses. Donc, le workflow, c'est je vais surtout pas toucher à rien sur le système. Moi, ce que je veux, c'est modifier juste Git. C'est ça qui est important. Donc là, j'ai modifié le fichier. Là, je dis opt update for pink cause. Tac, je commit, je push. Et derrière, voilà, je peux attendre tranquillement. Après, ça peut prendre quelques secondes parce que voilà, l'idée c'est que c'est, encore une fois, c'est pas du push, c'est du pull. Et vous pensez bien que le pull, il va pas être constamment à la microseconde près. Mais on voit que, sans rien faire, vous voyez, je sais pas si vous voyez les mains, on voit des roses arriver, il y en a 4. Et ça, c'est une question des fois que je pose des fois aux clients. Mais c'est le comportement de base de Kubernetes. Un des éléments de base de Kubernetes, c'est la haute disponibilité. Et c'est justement ce qu'on veut, en fait. On ne va pas arrêter l'application, lancer la nouvelle, et puis, mince, la nouvelle ne marche pas. L'idée, c'est que, après, il y a plusieurs stratégies, mais celle par défaut, c'est effectivement celle qu'on voit là. C'est qu'on crée les nouveaux instances, et si tout va bien, du coup, on supprime les anciennes. Et là, on voyait que ça a l'air de rien, mais GitOps in a nutshell, c'est ça. C'est que j'ai fait un changement dans Git, et je vois le résultat. Je n'ai pas eu besoin d'accès d'admin ou autre. C'est qu'on fait tout depuis Git. Et derrière, il y a le contrôleur qui va faire ça. Bon, j'espère que vous aimez bien une petite vache. Bon, après, ça c'est sympa, mais on va commencer à voir un peu plus costaud en restant quand même tranquille. Il y a un cas qui est un peu classique, c'est du WordPress. Bon, bien ou pas bien, mais c'est encore l'outil numéro 1. Et WordPress, c'est déjà un peu plus compliqué parce que derrière, on va stocker de la donnée, on a besoin d'une base de données. Et c'est quelque chose que j'ai pas développé, c'est quelque chose qui est fourni par la communauté. D'ailleurs, qu'il faut que je change parce que j'utilise Bitnami, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je regarde, mais là ça marche encore. Donc là l'idée, pareil, en fait je vais faire la définition, et regardez comme c'est génial, c'est que grâce à Git, je vois que je suis pas à jour, donc voilà, je fais un git pull, il a fait un merge, et derrière je peux refaire le push, et c'est ça qui est magique. Bon, c'était pas fait exprès, mais voilà, c'est ça qui est top, quoi. C'est qu'on a vraiment tout ce qui est fait là-dedans, c'est que je vais pas écraser ce qu'a fait un copain, parce que Git justement est là pour en termes d'arbitre. Et donc là, j'ai poussé la définition, et là maintenant j'ai appliqué l'élément dedans. Donc là, si je reviens dans ma définition, on voit qu'il y en a une nouvelle qui va arriver dans Business là, et qui n'est pas encore prête. Et en attendant que ça le fasse, je vais vous montrer ce qui a été
ce qui a été poussé. Donc là, pareil, chez moi, donc je mets à jour. Et derrière, je peux voir en fait le... Mince, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui-là qui a été poussé. Et globalement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'installer WordPress. Moi, je l'ai fait à peu près de tout. Je l'ai fait from scratch, je l'ai fait de manière automatique avec l'IAC, je l'ai fait avec des conteneurs, avec du Helm, et puis là, Nec plus ultra, juste avec un fichier YAML. Et vous voyez que bon, il y a 30 lignes, et ça suffit pour avoir quelque chose qui tourne. Alors, par contre, il ne faut pas mettre les secrets comme ça, qu'on soit clair, il y a ce qu'il faut pour le faire. Mais là, je voulais pas non plus trop compliqué. Donc ça, c'est pas à reproduire chez vous. Il faut enlever tout ce qui est secret, bien évidemment. Et idéalement, avoir un guide Guardian ou quelque chose qui vous empêche de commiter ça. Mais on voit qu'en 30 lignes de code, je suis capable d'avoir une application déjà qui commence à être un peu plus costaud. Là, c'est des éléments un peu classiques. L'ingress, c'est le flux entrant. Parce que par défaut, on peut pas avoir accès à Kubernetes. C'est un peu Las Vegas par défaut. Donc il faut montrer patte blanche, il faut ouvrir les routes. Donc là, je le fais avec cet élément-là. Celui-là, ça permet de gérer un certificat. Et derrière, il y a des éléments qui sont propres en fait au chart. Et ce qui est top, c'est que j'utilise, bon, il faut que je change, mais j'utilise celui de Bitnami. Et derrière, j'ai accès à tous ces éléments-là. Et je le fais voilà, depuis Git. Donc ce qui est génial aussi, c'est que si vous faites une config, ça ne marche pas, en fait, tout est versionné. Et une fois que vous avez trouvé la bonne config, vous pouvez la répéter à volonté. Et pendant que je parlais, donc c'est bien, j'ai bien parlé, on voit qu'il y a l'élément, tout a l'air bon. Donc il y a l'élément, on peut le voir ici. Bon, il y a encore ça prend un peu de temps. Bon, en attendant, pour histoire d'aller vite, j'ai aussi une autre application, mais là que j'ai développé moi-même, mais c'était pour montrer un autre cas que je vais derrière ce que je vais parler d'observabilité. Donc je vais aussi installer une autre application. Et n'hésitez pas à poser des questions. Donc là, ça c'est une application que j'ai développée moi. Donc visuellement, vous verrez que c'est un peu moins bien. Mais l'idée, en fait, je voulais montrer en fait un cas un peu classique de microservices qui appellent des bases derrière, de choses comme ça, parce que en fait, c'était pour des démos sur l'observabilité. Donc là, on voit que je l'ai aussi appliqué. Donc là, elle est en cours de création. Mais là, je pense que maintenant, mon petit WordPress doit marcher. Et haha, j'ai mon WordPress qui est ici. Oups, juste avec un mot de passe. Et tadam, j'ai mon application qui est là. Et derrière, mine de rien, on a quand même créé du stockage. On a une base de données derrière qui tourne, si on veut. Là, on peut filtrer si on veut. Tac, WordPress. Bon, c'est pas énorme, mais on a quand même donc un conteneur. Et derrière, on a du MariaDB. Et on voit bien qu'il y a un WordPress qui a été fait. Donc, déjà, rien que ça, c'est déjà assez sympa. Et là, maintenant, je vais juste regarder sur mon autre application. On fera pas trop me critiquer, j'ai pas eu trop le temps de la mettre à jour, mais voilà ce que j'ai appelé CS Portal. On voit que tout est bon, donc là, je vais aller dessus. Bon, là, il n'y a pas d'authentification, ça viendra quand ça viendra. Mais on voit bien mon application qui tourne. Je peux faire des trucs. Voilà. C'est très limité, mais c'est mine de rien, en fait, derrière, j'ai un front qui appelle une API. Adapter API qui appelle une data API qui stocke la donnée dans MongoDB. Et pareil, ici, on peut aller regarder là le workload. Tac, ces opérateurs. On voit qu'il y a quand même, il y a aussi un peu de monde qui est ici. Donc, vous voyez que pour gérer là du workload applicatif, c'est assez simple. Voilà, du moment. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être dans le monde container. Il faut faire la définition Helm ou autre. Mais ça, ce qui est top, c'est qu'au lieu de donner un manuel d'installation de plein de pages qui sont compliquées, on a quelque chose qui est prêt à l'emploi. Voilà, si c'est bien documenté, en fait, c'est simple à mettre en place. Mais là, bon, pour le coup, c'est bien, ça tourne, mais alors, on n'est pas top en termes de sécurité et d'observabilité, donc on va installer ce qu'il faut. Donc, on va installer une application de sécurité Zero Trust. Voilà, je vois le temps qui défile, donc je vais tout installer. Oups, pardon. Donc là, je l'ai bien dedans. On va vérifier que c'est bien là. Donc là, on voit que ça se lance. Et là, on va faire la partie observabilité. J'espère que ça plaira au moins une des personnes. Hypertext Markup Language.
Ah, Nasser, je suis pas sûr de comprendre. Hypertexte. Hop. Je sais pas si c'est possible de reposer la question. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Là, du coup, la dernière. En fait, quand on regarde les différentes couches, donc on a fait le bootstrap, on a fait la partie euh, de, des add-ons qu'on rajoute dessus. Ensuite, dans la partie coach applicative, forcément, il faut parler sécurité. Donc là, on a un outil sécurité qui s'installe et l'observabilité. Et là, pareil, il y a une stack observabilité. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est la stack Grafana, mais en utilisant OpenTelemetry. Donc c'est le deuxième projet le plus actif de la SNCF après Kubernetes. Encore une fois, essayez d'éviter le vendor locking le plus possible. C'est vraiment le nec plus ultra, voilà, si vous voulez travailler sur des données de monitoring, et même au sens large d'observabilité, donc avec les 3 piliers, avec les traces, logs, les métriques, en sachant que là, même, ça fait du distributed tracing. Et là, pareil, on va l'installer en mode GitOps, donc avec des définitions. Et après, je m'arrêterai quand même sur la définition, parce que là, il faut quand même que je vous raconte comment j'ai réussi à le faire, celui-là. Donc là, pareil, je vais l'installer. Et maintenant, si on regarde la définition que je viens de pousser, donc OpenTelemetry Collector, bon, celui-là, il est costaud, mais il n'est pas compliqué. Donc, en fait, OpenTelemetry, il y a plein de choses. Il y a de l'instrumentation qu'on peut mettre dans du code. Ça permet de pousser facilement dans le bon standard en 2-3 lignes. Donc, c'est ce que j'ai fait dans l'application .NET. Et ensuite, le collector, c'est top parce qu'en fait, il va se mettre au plus proche de celui qui produit l'applicatif pour standardiser et derrière envoyer à toutes les sources qu'on veut. Et en fait, c'est super simple. En fait, le principal, c'est le receiver, exporteur, enfin, c'est la config. Voilà. On a ce qu'on a en entrée, on a ce qu'on va envoyer à la sortie. Donc, on choisit ce qu'on veut suivant le type de données. Et voilà, c'est cette partie-là. Donc, on définit ce qu'on veut en termes de receiver, exporteur, peu importe. Et là, c'est dans le pipeline ce qu'on va dire. OK, pour les logs, qu'est-ce qu'on est censé, où est-ce qu'on le récupère, qu'est-ce qu'on fait dessus et où on l'envoie. Pareil pour les métriques et les traces. Et là, franchement, de manière très très simple, on est capable d'agglomérer toute cette information-là. Donc c'est assez démentiel. Et je voulais juste vous parler de la partie la stack Grafana, parce que celle-là, elle n'a pas été simple pour moi à mettre en place. Voilà, là, pour le coup, c'est un peu costaud. Mais bon, dans tous les cas, il faut le faire, parce que là, c'est les fichiers de config. Par contre, ce qui est génial, c'est que d'avoir fait l'approche GitOps, ça m'a beaucoup aidé, parce que au lieu de faire des choses et que ça ne marche pas, et puis d'oublier ce que j'ai fait, là, c'est versionné dans Git, et là, j'ai ce truc-là que j'ai fait il y a 1 an, je pense, peut-être 2 ans, je savais qu'il marchait, et c'est ça qui est top. Bon, module, là, après, j'ai mis à jour la stack Grafana, mais c'est ça qui est génial dans l'approche GitOps, c'est que si vous arrivez à le faire marcher sur un environnement, ça marchera sur les autres. Et pour moi, c'est juste démentiel, quoi. Là, on est sûr de faire de l'isoprod, on est capable de répondre à ce fameux chez moi, ça marche. Mais bon, là, je vous ai dit que ça marchait, mais on va quand même regarder que ça passe. Donc déjà, on va juste passer sur Grafana. Hop, on va se connecter. Et là, vous voyez, j'ai tellement confiance dans le truc que je ne vais même pas vérifier que c'est bien passé. Parce que je suis sûr que ça marche. Et vous voyez, j'ai un Grafana qui se lance. Et sur lequel je peux le mettre à jour. Donc après, je vais faire un peu de trafic quand même pour faire des trucs. Donc ne regardez pas une donnée de test, hein, je suis développeur. Voilà, donc là j'ai fait 2-3 trucs. Et derrière, bon, vous voyez que j'ai déjà rajouté quelques éléments. On a les éléments qui sont là. Et vous voyez, j'ai juste un fichier YAML qui m'a permis de faire ça. Moi, je trouve ça juste démentiel, en sachant que derrière, il y a la maintenance, il y a le management qui sont faits. Et derrière, quelque chose que je voulais montrer, surtout qu'il y a Gauthier, il y a quelque chose de super intéressant dans OpenTelemetry. Bon, là, je fais juste un laïus. En fait, je vais regarder tout ce qui est exporté par OpenTelemetry. Je vais regarder ce qui est fait depuis une demi-heure. Et là, en fait, ce qui est génial en plus avec OpenTelemetry, c'est qu'on va lier en fait log, trace. Et on va faire le distributed tracing, parce que si jamais ça vous est arrivé de faire du support de production, c'est très compliqué quand il commence à avoir plusieurs composants, parce qu'il y a le client qui appelle, il y a une erreur, mais elle vient d'où l'erreur? Et en fait, avec le distributed tracing, on est capable de reconstruire automatiquement cette chaîne-là. Et ça, c'est démentiel. Pour moi, c'est vraiment démentiel. On voit bien les différentes applications, on voit les différents appels, on voit le temps que ça a été fait. Bon, là, ça serait l'objectif d'un autre
des sessions, mais ce qui est top avec le GitOps, moi ce que j'adore pour le coup, c'est que j'aime bien faire des démos et je suis sûr que ça va marcher. Parce qu'en fait, on contrôle, et si on transpose ça dans un monde de production d'entreprise, c'est juste extraordinaire. Parce que au final, si on. Je vais montrer la partie d'après. Donc là, le dernier. Bon, c'est la dernière partie. En fait, on voit que pour cet environnement-là, bon après il n'est pas foufou, mais on a quand même des applications web, on a sécurisé, observabilité et tout ce qu'il faut pour faire entrer avec des certificats. On voit que c'est juste quelques fichiers YAML qui sont là. Donc là, c'est dans un standard, un format Fleet, mais voilà, si vous avez de l'Argo CD ou du Flux, ça serait exactement pareil. Et ça, c'est démentiel parce que derrière, suivant comment vous travaillerez, mais vous pourrez utiliser Git, même si vous avez des environnements différents, vous pourrez avoir des choses qui sont contrôlées. Vous pouvez vous assurer que si vous faites une montée de version ou vous ajoutez certaines configs, vous pouvez appliquer ce patch sur les autres environnements, valider, et vous pouvez livrer en production de manière tranquille, parce que vous êtes sûr que vous êtes bon, quoi, par rapport à ces éléments-là. Et là-dedans, en fait, c'est une définition complète. Et maintenant, si vous avez quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'entreprise et qui veut installer un environnement sur son poste, fais-toi plaisir, il y a tout qui est là. Ou à l'inverse, si vous voulez créer des environnements à la volée, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste démentiel, parce qu'en fait, c'est vraiment exhaustif, c'est simple, vraiment très simple. Voilà, même si vous avez un non-technicien, bon, modulo le fait qu'il faut juste qu'il comprenne la logique de Git, mais voilà, vous lui mettez dans les pattes un Git Kraken, vous lui expliquez juste le fait de commit et de push, quitte à documenter, et après, voilà, il fait ce qu'il veut dessus, il peut modifier des paramètres, tout ça de manière contrôlée, parce que grâce à Git, on peut contrôler qui fait quoi. Voilà, c'est juste démentiel. Et après, bon, pour ceux qui auront accès, si vous voulez, il y a 2 challenges. Il y en a un qui est tout simple. Il y a un jeu de 2 minutes 48. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aux plus jeunes, mais bon, c'est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Donc là, il y a une application web qui permet de le faire. C'est assez sympa. Ça, c'est assez simple. Ça permet de se faire la main. Et il y a un truc plus avancé, c'est que GitOps, c'est très bien pour de l'applicatif sur Eurocloud, mais ça marche même derrière pour gérer des clusters Kubernetes. Donc, on peut créer des clusters depuis du cluster API qui tourne dans un cluster. D'où l'intérêt d'avoir un cluster management. Et ça, c'est assez démentiel. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pareil, j'ai des exemples là-dessus. Donc pour la partie démo, on est là. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas si, Nasser, vous souhaitiez poser la question à nouveau. Ou si vous avez des questions. Sinon, je vais revenir gentiment dans mes slides. Il y avait juste une chose que je voulais, dont je voulais parler, bon, je vais spoiler c'est que là sur le GitOps, en fait, j'ai voulu prendre du recul pour expliquer à quoi ça servait. Donc ça sert à gérer ce qui tourne sur nos infrastructures, à gérer les environnements. Mais vraiment un sens qu'on pouvait pas faire avant, en fait. Le push et le pull. En fait, c'est juste que là, en fait, j'ai travaillé à la fois en local. Par rapport à GitOps. Ok. C'est une bonne question. Et à la rigueur, je peux vous montrer. Mince. On reprend. Désolé. Au tout début, le site là est plutôt bien fait. En fait, il y a 2 modes GitOps. Il y a le mode push et le mode pull. Et quand on fait des choses un peu classiques, ou par exemple si vous faites de Terraform dans un pipeline, là vous êtes en mode push, parce qu'en fait c'est vous qui initiez l'action d'aller mettre à jour l'environnement. Là c'est typiquement les push-based deployments. Derrière il y a un pipeline qui va aller faire un update, c'est lui qui va faire l'update. Donc ça c'est le push. C'est ce qu'on peut avoir avec l'approche traditionnelle infrastructure as code. Et derrière, quand on est dans un mode pull, c'est effectivement la Fleet ou Argo CD ou Flux. En fait, en gros, quand on est dans une approche clone native et qu'on utilise Kubernetes, là on va être sur du pull. Pourquoi ? Parce qu'on a Kubernetes qui nous offre la possibilité d'avoir un opérateur. Parce qu'en fait, pourquoi on faisait du push avant, c'est qu'on n'avait pas l'équivalent. Ou c'était du custom made ou quelque chose qui était payant. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un standard qui est prévu pour ça.
Et grâce à l'opérateur qui est sur Kubernetes, on peut faire du pull. C'est lui qui va aller regarder et qui va aller faire. Donc lui, il observe. Ça, c'est la grande différence. Là, si on regarde, c'est que ici, il y a un trigger ou peu importe. En fait, c'est le fait de mettre à jour la source de vérité. On a besoin d'avoir un truc derrière qui va faire une action, alors que là, à l'inverse, on a un opérateur qui va regarder. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant, aussi dans la manière dont on définit, mais aussi parce que lui, il va constamment observer et mettre à jour, ce qui n'est pas forcément le cas des outils ici. Après, il y en a certains qui le font sur certaines parties, mais encore une fois, c'est payant tout ça. Alors que là, en fait, c'est le fonctionnement natif. Donc tout à fait, c'est ça. Euh, et voilà. Et juste pour cette partie-là, donc de la même manière que pour le GitOps, en fait, je voulais prendre un peu de recul parce que des fois, on se noie dans les termes, dans les trucs CI/CD, blabla. En fait, le GitOps, ça sert à automatiser l'infrastructure au sens vraiment large. Parce que en fait, quand on va définir un environnement, derrière, on va mettre des composants dessus. Et peu importe d'où viennent ces composants, il n'y a qu'un seul endroit où on va les avoir. Donc c'est la source de vérité. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi un autre souci. C'est quand on parle d'automatisation d'infrastructure, il y a le terme de CMDB qui arrive. Enfin, bon, on voit des fois le bazar. Et souvent, on a le problème de réconcilier. Ah, ok, j'ai une infrastructure et j'ai du workload. Et comment je fais, quoi? Parce que par exemple, si je veux créer à la volée un nouvel environnement, il faut bien que j'ai une nouvelle ressource sur laquelle mettre mes applications. Et enfin bref, très compliqué. Alors que là, ça le solutionne le tout. Et donc le GitOps, voilà, ça permet vraiment de répondre à ce besoin-là, enfin, avec quelque chose de très simple, en utilisant Git, qui est voilà, la meilleure technologie pour versionner, qui est assimilée par plus grand nombre, et on a tout l'outillage, tout ce qu'il faut. Et après, juste en guise pour sortir, parce qu'en fait, le DevOps, c'est quelque chose auquel je tiens, j'étais auditeur. En fait, ça s'inscrit totalement dans votre journée, dans votre transformation DevOps, voire DevSecOps. En sachant que le DevOps, c'est vraiment ça, c'est amener des bonnes pratiques, la collaboration, de l'excellence opérationnelle. Et l'idée, en fait, c'est que c'est une journée, voilà, c'est un voyage. Donc, on peut commencer, voilà, à déjà mettre des sources dans Git. Voilà, moi, je l'ai vu déjà, et rien que ça, c'est très bien. Après, on commence à faire du CI/CD. Après, on commence à faire un peu de sécurité, à faire du déploiement continu. Et pour moi, ça ne tient qu'à moi, et en sachant que chaque entreprise est différente. Quand on arrive sur la partie GitOps, Cloud Native Container, bah là on commence à être déjà dans l'optimisation. C'est qu'on est plutôt bon sur la CI/CD, on est plutôt bon sur la sécurité. Et l'idée c'est que voilà, on veut passer la quatrième et on veut commencer à être plus efficace et avoir des capacités qu'on ne peut pas avoir si on fait que du CI/CD et l'infrastructure as code traditionnelle. En sachant, voilà, c'est toujours le mastery, bon, c'est la cible. Là, du coup, il y a une nouvelle capacité avec l'intelligence artificielle. Moi, il y a toujours la cible du portail self-service. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir cet objectif-là, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on va fournir. Mais je trouve que c'est une bonne cible pour structurer les éléments. Et en sachant que ce chemin-là, peu importe où vous êtes, il n'y a aucune fierté particulière à être à l'étape 4. Il y a une fierté pour moi à avoir de la bonne culture et le bon état d'esprit, donc l'amélioration continue. Donc en fait, par rapport à cette session-là, si vous trouvez que vous êtes loin, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour y arriver. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous serez à cette étape-là de GitOps Cloud Native, bah là, vous serez bien et vous pourrez vraiment avoir plein de bénéfices sur ce que vous allez faire. Voilà, et on arrive à la fin. Du coup, bah, merci beaucoup à ceux qui ont suivi. J'espère que ça a été. Et merci pour les retours. Et du coup, bah, n'hésitez pas à faire des retours. Pour ceux qui seraient intéressés pour le track, voilà, je peux le partager. Et puis voilà, si vous avez d'autres sujets qui vous viennent à l'idée, moi, c'est avec grand plaisir que je peux organiser d'autres sessions. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont nos cousins qui sont sur l'autre continent. Et puis à bientôt.